débat avec vous au 0800 26 300 300 avec Jean-Luc Benamias qui est avec nous en studio aujourd'hui. Incroyable, hein. Il a quitté son sud et Marseille pour venir nous voir. On est ravis de l'avoir. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Jacques Miard qui est resté à Maisons-Laffitte, lui, maire LR de Maisons-Laffitte. Oui, c'est ma capitale. Je ne Tu ne peux pas quitter ces Maisons-Laffitte, c'est impossible. Non, Alexis Poulain, Voilà. Alexis Poulain, journaliste, pour une fois aussi à distance, directeur de la publication du Monde Moderne, et vous êtes éditorialiste sur RT France. Et nous attendons Frédéric Dabi qui court, évidemment. Il a plein de sondages à faire, donc il va arriver, directeur de l'IFOP, et il a publié La Fracture aux éditions Les Arènes. 3 ans de gilets jaunes aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Peuvent-ils renaître ou continuer en tout cas, parce que certains sont toujours mobilisés. On va parler évidemment d'Emmanuel Macron et du pouvoir d'achat. Ce matin, Bruno Le Maire était sur Sud Radio. Vous entendrez ce qu'il répondait à cette étude qui nous apprend que c'est les plus riches qui en ont profité et pas les plus pauvres. Anne Hidalgo était-elle la bonne candidate pour le PS? Et puis le prénom Yel qui entre dans le dictionnaire. Oh, je vous expliquerai ce que c'est dans un instant. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Luc, commençons avec vous. Bon, c'est un coup de gueule. J'en ai marre de faire des coups de gueule, mais souvent, j'ai fait des coups de cœur, notamment la semaine dernière. Donc, c'est un coup de gueule sur les distributeurs de billets dans les villages. Je lisais le Parisien aujourd'hui, ce matin, là, les villages qui louent des distributeurs de billets. Non mais on est dans un autre monde, là. Je veux dire, normalement, le système bancaire est suffisamment riche, déjà, et d'une. Et deux, normalement, ce que j'avais entendu, c'est qu'ils se mettaient d'accord entre banques pour que les villages qui avaient déjà un distributeur ne perdent pas leur distributeur. Là, on en arrive à un point où les villages ont des budgets absolument limités. Alors pour que ça permette une vie locale, commerciale, les villages louent. Mais louer, ça coûte 100 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros par an. Un truc comme ça, si j'ai bien lu dans le Parisien. C'est énorme. C'est gigantesque. Mais oui, mais c'est indispensable pour la vie locale. Pour la vie locale. Donc, vous voulez qu'ils ne les louent pas, en fait. Je veux que les banques décident ensemble, comme pour les systèmes de réseau téléphonique, décident ensemble de laisser dans les villages des DAB gratuits. Gratuits, qui ne coûtent pas à la mairie. C'est quand même simple. Il en dit quoi, monsieur le maire? Vous n'avez pas ce problème à Maisons-Laffitte, mais... Jean-Luc a parfaitement raison. Alors, bon, dans une ville comme Maisons-Laffitte, il y en a plusieurs, mais je sais de temps à autre que certains commerçants, ça devrait être rapproché du marché, etc. Là, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais Jean-Luc a parfaitement raison, parce que le service bancaire, c'est un service public. Il ne faut pas l'oublier. Avoir accès à de l'argent qui demeure justement de l'argent fiduciaire, c'est en espèces, c'est un service public qu'on rend. Autant dire à ce moment-là, on supprime les billets. Alors je sais que certains du côté de Bercy et même des banques y pensent, c'est-à-dire d'avoir une monnaie uniquement digitale. Mais je rejoins totalement, surtout avec les chiffres qui sont annoncés, 100 000 euros. À ce truc-là, c'est là où il y a certains, on est en train de se dire, bien voler son banquier, c'est pas voler, c'est un retour de l'argent. Vous voyez ce que je voudrais dire. Donc, sans aller à cet excès et ce coup de gueule, mais moi je partage totalement ce que vient de dire Jean-Luc, parce que là, il pousse la mémée dans les orties. Hein. Alexis, j'imagine que vous partagez aussi cet avis. Complètement. Complètement. Quand on voit, ça sert d'abord les commerces, mais le secteur bancaire est tout à fait capable d'organiser ça. Mais ça va avec la perte de vie dans les villages. Les commerces ferment, donc les banques s'en vont, donc il n'y a plus rien. Et après, on fait payer au village le fait d'essayer de remettre une vie locale. C'est dingue. Oui, absolument. Frédéric Dabi vient d'arriver. Bonjour Frédéric. Vous courez. Alors, votre coup de cœur. Vous direz déjà alors, direct. Moi, c'est un peu plus light pour commencer. Alors moi, c'est un coup de cœur qui n'est pas politique. C'est un coup de cœur cinématographique pour un film qui est sorti il y a 15 jours qui s'appelle Barbac. Qui s'appelle Barbac. De Fabrice Eboué. Exactement, et Fabrice Eboué avec Marina Foïs. L'histoire, je la raconte en quelques minutes. C'est un couple de bouchers qui a des difficultés financières et dans un concours de circonstances que je raconte pas, ils en sont amenés à tuer des gens et servir de la viande de vegan. Alors, voilà, c'est un sujet lourd. C'est du second degré. C'est du second degré. Et voilà, pourquoi je voulais
mettre en avant ce film, c'est parce que, ben voilà, j'ai eu l'impression, en voyant ce film, que j'étais dans les années 80, que j'étais dans les années des proches, les années Coluche. Et malgré le sujet, malgré les cris d'orfraie qui ont dû être poussés par tel ou tel courant ultra écolo, où je ne donne pas de nom, mais ils se reconnaîtront, ça montre qu'on peut encore avoir le droit au mauvais goût, au très mauvais goût, avoir le droit à la provocation, avoir le droit de dans une œuvre cinématographique, une œuvre de création, aborder des vrais sujets. Et donc voilà, c'est un film également extrêmement drôle, et voilà, je me permets modestement de lui faire de la publicité. C'est surtout sur le fond, sur le mauvais goût. Anti-politiquement correct. Exactement. À fond. Ça me permet d'évoquer, j'ai vu passer ça ce matin, vous savez, qui est J.K. Rowling, qui est la maman de Harry Potter, celle qui a créé Harry Potter. Il y a le 20e anniversaire d'Harry Potter qui va avoir lieu. Eh bien, elle n'ira pas, parce qu'elle est d'une certaine manière ostracisée. On ne souhaite pas sa présence, parce que vous savez qu'elle avait fait un truc dingue. Elle avait osé qualifier les femmes elle avait dit exactement, les personnes avec un utérus s'appellent des femmes. Et ça, c'était pas passé du tout. Et on comprend, hein, c'est monstrueux de dire un truc comme ça. Oui. Donc il fallait dire personne pouvant porter un enfant. Et donc elle avait employé le mot de femme pour désigner. Voilà. Donc effectivement, ça vaut bien. Du coup, elle n'ira pas, elle ne participera pas donc au 20e anniversaire à cause de tweets controversés. Ce qui est quand même là aussi, on rentre dans un truc complètement dingo. Oui. Ce que vient de dire, oui, je peux intervenir. Ce que vient de dire notre ami Dabi. Il faut le regarder aussi au premier degré, parce que le mouvement vegan qui nous casse les pieds à longueur de temps en disant il ne faut pas manger de la barbaque, il risque d'avoir un retour de bâton violent en disant maintenant ça suffit. Tout ce qui est excessif est insignifiant, et ce mouvement vegan qui ostracise, je dirais, le fait de manger de la viande est quelque chose d'excessif et complètement à côté de la plaque, et qui est hors la réalité. Oui, non, tout à fait. C'est complètement dingue. Et je constate que notre ami Dami, qui travaille beaucoup et nous sort des commentaires sur les sondages, a encore le temps d'aller au cinéma. Bravo. Merci. C'était un jour férié, mon cher ami. Il n'y a pas de jour férié pour les sondages. Et ben si, quand même, pour les êtres humains aussi. Pour les êtres humains aussi, vous êtes un être humain et vous ne sondez pas les jours fériés. Exactement, on essaye. Voilà. C'était l'excuse du ministre Bruno Le Maire ce matin à l'antenne de Sud Radio sur le fait qu'il écrivait ses livres pendant les vacances. Bah oui. Mais je crois, pardon, Alexis, que pour connaître Bruno Le Maire, que c'est vrai. Oui, il a beaucoup de vacances. Ah d'accord. Il écrit vite, il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup et vite, c'est-à-dire qu'il condense, il se lève le matin très tôt et voilà. Et vous Alexis, c'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur et un coup de pub aussi pour le film Hacking Justice sur Julian Assange qui est en ce moment à l'espace Saint-Michel à 20h. Il y a des projections débats tous les soirs. Alors c'est pour les Parisiens, désolé, mais ça va tourner en France. C'est donc sur le combat du siècle pour libérer Julian Assange. Il en va de notre liberté et de la liberté de la presse. Et ce soir à l'espace Saint-Michel à 20h, à l'issue de la projection, il y a le débat avec Clara Lopez-Rubio, la réalisatrice de ce film. Donc voilà, je voulais faire un peu de promotion pour ce film. À voir si vous êtes intéressé par la liberté des médias et par le cas Julian Assange. Bon, vous faites que de la promotion pour vous, pour votre pièce, pour... Ah ouais. Quand j'ai des coups de cœur, c'est souvent de la promotion, mais il faut le faire parce que c'est vrai que c'est voilà. Il n'y a rien qui vous énerve, vous n'avez pas de coup de gueule. Alors si, il y a un truc qui m'énerve, c'est que la France continue de donner de l'argent pour l'aide au développement à la Chine, 180 millions qui partent comme ça, on ne sait même pas pourquoi. C'est quand même impressionnant. Alors ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Voilà. Bon, c'est votre coup de gueule. On continue à débattre et à commenter l'actualité dans un instant avec vous. Pour l'instant, ça va être l'heure du journal. À tout de suite. Sud Radio 10h midi. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio et avec Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Votre dernier livre, La fracture, est paru aux éditions Les Arènes, tout à fait intéressant. Merci. Sur cette fracture qui existe chez les jeunes, en fait. On pourra en reparler d'ailleurs. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, également éditorialiste sur RT France.
et également sur Sud Radio. On vous retrouve pour l'édito politique le mercredi matin. Anne Hidalgo était-elle la bonne candidate pour le PS? 3 ans de gilets jaunes, qu'est-ce qui a changé? Et puis Emmanuel Macron et le pouvoir d'achat, est-il le président des riches? Le gouvernement maintient que le pouvoir d'achat a progressé. Ce n'est pas le ressenti d'un certain nombre de Français, enfin même pas le ressenti, c'est pas ce que constate un certain nombre de Français. Et puis le prénom Yel qui entre dans le dictionnaire. On va en reparler dans un tout petit instant. On ne vous a pas entendu, Jacques Miard, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Oui, c'est un coup de gueule, toujours. Je dirais, publié par un article fort intéressant et assez étonnant qui a été publié dans un journal qui anticipe toujours l'avenir, puisqu'il date toujours son édition parisienne du lendemain. Suivez mon regard. Et donc, j'ai lu avec attention ce que Gilles Legendre propose, un pacte de refondation démocratique pour réconcilier légitimité du pouvoir et efficacité de l'action. Belle blague. Pourquoi n'a-t-il pas fait ça plus tôt? Il a le culot de faire écrire et de faire signer un certain nombre de députés de la majorité en disant que, bien évidemment, c'est faux. Macron n'a jamais été Jupiter et c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Donc, on a toute une série de propositions dont certaines méritent peut-être l'attention. Mais moi, ce qui me fout en colère, et je le dis avec force, c'est que ces gens-là essayent de nous faire croire que Macron, tout va changer et on va voir une démocratie représentative fonctionne alors qu'il a choisi ses députés pour qu'ils soient à la botte. Donc ça commence à bien faire. Ouais. Je trouve que c'est un article cynique qui se fout de la gueule des Français. Il faut arrêter de lire les journaux datés de la veille. Voilà, enfin, datés du lendemain, non, pardon. Du lendemain. Oui. Datés du lendemain, mais ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Peut-être Frédéric Dabi, on peut en dire un mot pour si Emmanuel Macron l'emporte, les députés ne seront peut-être plus les mêmes, et très certainement plus les mêmes. C'est une vraie question pour laquelle on n'a pas la réponse. Depuis 2000, depuis l'inversion du calendrier électoral, les élections législatives ont perdu toute autonomie. Elles sont indexées sur l'élection présidentielle, on l'a vu en 2002, en 2007, en 2012, en 2017. Là, c'est vrai, on serait peut-être sur le modèle 88, où on imagine que le président sortant soit candidat, on imagine qu'il soit réélu. Il y a quand même, je dirais, la force et le lien présidentiel-législatif qui le conduirait sans doute à avoir une majorité. Mais il y a des mais. Premièrement, l'abstention sera encore très forte. Oui. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui a changé dans le calendrier électoral, Valérie. Il y a 2 semaines de campagne de moins à l'élection présidentielle. Il y aura 2 semaines de campagne de plus, je crois que c'est le 12 et le 19 juin prochain, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, aux élections législatives. Et on se souvient, alors que François Mitterrand avait été réélu, ça serait le cas d'Emmanuel Macron. On pourrait le comparer au cas François Mitterrand. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la première fois depuis François Mitterrand qu'un président sortant, se représentant, à un socle électoral supérieur à son score du 23 avril, à son score de son élection. On en a connu d'autres qui sont cassés la gueule. Hein. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, depuis 88. C'est-à-dire que jamais Nicolas Sarkozy a retrouvé ses 31%, jamais François Hollande, bien sûr, n'a retrouvé ses 28%. Emmanuel Macron est en gros à un quart d'attention de vote. Il avait fait à peine 24 en 2017. Donc il est égal. Et un peu plus. Il est plutôt entre 24 et 26. Il est à son score, alors que ce n'était pas arrivé sur ses 2 prédécesseurs. Maintenant, sur les législatives, sans doute, c'est une élection qui a perdu son autonomie, mais je n'imagine absolument pas une vague telle qu'on l'a connue en 2017, compte tenu des 5 ans passés. Oui, maintenant, non, vous comprenez... Alors, allez-y, Jacques Miard. Cher ami David, il faut voir que le point majeur d'un député à l'Assemblée, c'est de savoir dire non, y compris à ses propres amis. Oui. Or, ce que l'on lit dans cet article que je fustige, c'est qu'on vient de nous dire on va refonder la démocratie. Mais donc, pipe, ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir, on n'en a pas vu le début du commencement. Ouais. 80% des députés de La République En Marche ont démarré inconnus et finiront inconnus. J'ai déjà dit sur cette antenne que quand j'entendais les députés de La République En Marche dire « Oui, dans ma permanence, je vois des gens ». J'ai tenu des permanences quand j'étais député européen. Ça ne se bousculait pas, les gens qui rentraient dans une permanence. Et quand ça se bousculait, c'était pour me demander un logement normal, pour me demander un changement d'affectation pour le collège ou le lycée, mais c'était pas sur de la politique réelle. Donc
clairement, je suis d'accord, hein, Frédéric, je ne vois pas comment cette vague peut réexister. Elle peut exister dans certains secteurs, plutôt classe moyenne supérieure, mais au-delà de ça, je vois pas. Le taux de participation, parfois j'ai re-regardé ça. Il y a des députés En Marche qui ont été, En Marche ou d'autres d'ailleurs, qui ont été élus avec 19% des voix des votants. Et l'abstention ne fera, tu l'as dit, ne fera qu'augmenter, parce qu'il y a une déception dans le pays général, une désaffectation par rapport au monde politique. Qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde, bien sûr. Mais le paradoxe, et c'est souvent ce que relèvent nos auditeurs, et j'en profite pour que vous soyez, pendant que vous êtes là, Frédéric Dabi, c'est comment se fait-il qu'Emmanuel Macron garde toujours ce 26% dans les sondages? Mais il a son socle. Il a son socle. Quittons même l'intention de vote. Jacques Miard a raison. J'ai retrouvé un sondage IFOP, Le Point de novembre 80. Giscard d'Estaing, 33 au premier tour. 60 au deuxième, on sait comment ça s'est fini. Voilà. Pourquoi il a ce socle de 40% de popularité? D'abord, ça veut dire qu'il est minoritaire. C'est-à-dire qu'il est majoritairement impopulaire. Il faut le dire, on oublie de dire. Mais il a un socle extrêmement solide, qui ne bouge pas. Ça fait maintenant 1 an, et ça s'était jamais vu, alors que ses prédécesseurs payaient cash une déclaration, une réforme, une mesure, lui, il reste stable. Alors, il bénéficie de l'effet drapeau lié à la crise sanitaire, et il a un socle que j'avais appelé la Sainte Alliance LREM, avec sa capacité à faire revenir son électorat de 2017 de l'ordre des 2/3 et de mordre à droite, mais il faut le dire également à gauche, parce que pour pouvoir quitter le soutien vis-à-vis d'un président, il faut trouver un réceptacle. Et on en parlera peut-être tout à l'heure pour les candidats de gauche. Ce réceptacle n'existe pas vraiment, il n'est pas constitué à gauche et même peut-être à droite. Oui, mais il peut y avoir au deuxième tour, oui, Frédéric, il peut y avoir au deuxième tour tout sauf Macron. Parce que ça reste majoritaire dans le pays. Et donc ça peut partir en vrille au deuxième tour si effectivement on a une configuration qui n'est pas celle que Macron espère. Oui, tout sauf Macron est possible. Alors moi j'ai retrouvé une couverture de l'Express de décembre 80 où on voyait tous les candidats avec Giscard au milieu avec une cible, et c'était les 9 candidats anti-Giscard. Quand on regarde la campagne électorale actuelle, est-ce qu'on est sur un tout sauf Macron? Je n'ai pas l'impression. On est sur cette primaire d'extrême droite sauvage, Le Pen, Zemmour. On est sur des stratégies de distinction, Jadot-Hidalgo, Jadot-Mélenchon, etc. Mais peut-être que ce tout sauf Macron, notamment sur la question du pouvoir d'achat, on en parlera, pourrait se constituer. Un sondage n'est pas une prédiction, c'est pas une prophétie, je ne manque pas de le dire sur votre antenne, mais pour l'instant, ce scénario dont parle Jacques Miard n'est pas structurant. Oui, un auditeur nous dit quelle est la tranche sociologique du socle Macron. Alors, sociologique, générationnellement, c'est l'électorat âgé et l'électorat jeune, et c'est plutôt des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Ah oui. L'électorat jeune étant relativement volatile, mais ça, je ne t'apprends rien. Non, mais je crois qu'on va vers un tout sauf Macron, parce qu'il y a une hyper-présidentialisation qu'il y a eu pendant ce quinquennat. C'était le président contre la rue, hein. C'est l'anniversaire des Gilets jaunes, 3 ans, c'est pas rien. Ce qui restera de ce quinquennat, c'est cette violence-là, c'est aussi ce refus de la démocratie parlementaire représentative. C'est absolument pas ce que disent les Français, Alexis. C'est votre regard que je respecte, mais ce n'est pas du tout ce que nous disent les Français. Jamais on nous a parlé de démocratie. Les Français sondés. Mais les Gilets jaunes, c'était le RIC, c'était une démocratie participative, c'était aussi devant les Gilets jaunes, c'était le travail, les excès de la 5e. C'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Alors, Alexis, il y avait ça et autre chose. Mais clairement, il y a derrière, il est soutenu, Emmanuel Macron, bien sûr, hein, par. La presse est gentille avec lui. Quand on dit ses prédécesseurs, dès qu'il y avait une sortie de route, ça tapait très fort. Avec Macron, on a l'impression qu'on y va, mais avec des gants. Hein. C'est très très gentillet comment on attaque le président, parce que justement, c'est cet intérêt du bloc bourgeois. Et derrière, il n'y a pas d'incarnation pour autre chose. Les Gilets jaunes ont choisi de ne pas faire de politique, et c'est une erreur, je pense. Résultat, il n'y a pas d'incarnation politique. Et puis, on a l'extrême droite avec Éric Zemmour qui va arriver, qui crée le camp national, hein, qui va essayer d'être un réceptacle des colères, avec Jean-Luc Mélenchon qui essaye une stratégie à gauche. Mais pour ce qui est du bloc bourgeois, on voit bien que c'est tous les candidats, si c'est tous les mêmes, que ce soit la primaire de la droite, que ce soit Jadot, que ce soit Hidalgo, ils sont obligés de nous entournure parce qu'ils veulent faire du Macron. Donc c'est bien le problème, c'est qu'on a un candidat qui a synthétisé l'UMP-LPS, qui arrive à la fin d'un système politique, et soit ça continue,
effectivement, soit il y a une mobilisation d'un électorat qui en a ras-le-bol, qui vote plus, et les colères trouvent le chemin des urnes, et là, on a un bouleversement politique majeur. Mais voilà, c'est pour moi les deux cas possibles. Et l'entourloupe Macron, c'est quoi pour 2022 ? C'est de faire l'union, la maison commune, et puisque La République En Marche est une étiquette qui fait fuir les gens, eh ben on va créer un nouveau truc qui va être un parti centriste, exactement la même chose, avec d'un côté, avec le maire du Havre qui a créé Horizon, attendez, laissez terminer. C'est la même chose. Donc on refait la même entourloupe avec ce truc mou qui est la radicalité centriste, en disant on continue à faire une politique de casse de la République sociale. Je ne crois pas que les Français soient d'accord avec ça. Oui, Jacques Méard. Je voudrais juste ajouter un point. On est assez loin dans ce qui vient d'être dit je dirais, la volonté de M. Legendre de nous dire maintenant on va faire une démocratie qui écoute le peuple, etc. Alors même que pendant 5 ans, on a assisté à tout le contraire. C'est là où il y a, je dirais, cynisme et entourloupe et manipulation. Comment faire confiance à des gens qui se sont foutus de la gueule du peuple depuis 4-5 ans. Voilà. Et, tout le monde s'en fout de Legendre, hein, excuse-moi. Mais... les gens ne savent pas qui c'est. Hein. Mais il fait la une d'un canard qui préempte l'avenir en datant son canard du lendemain alors qu'il paraît la veille. Impressionnant. C'est impressionnant, oui. Et puis une question, est-ce qu'Emmanuel Macron, là on est vraiment dans Madame Irma, mais pourrait renoncer à se présenter en voyant qu'il n'aura pas de majorité de députés? Il ne faut pas oublier que la renonciation, le renoncement de François Hollande avait été une véritable surprise, mais il n'était pas du tout dans le même état de popularité, dans l'état de rapport de force électorale qu'Emmanuel Macron. Il va être fait candidat. Là où je souris un peu à ce que dit Alexis Poulain sur l'entourloupe, et les présidents sortants jouent systématiquement la carte du rassemblement, la France unie de François Mitterrand en 1988, et oui, dépasser les étiquettes partisanes. En plus, l'étiquette En Marche n'a jamais imprimé. Là, on a affaire à un président qui a dans de la continuité absolument pas surprenante de la cinquième. Mais non, votre livre est sur les fractures. On a un président qui pendant 5 ans a fracturé la société française comme vous avez, en dressant les uns contre les autres. Comment voulez-vous qu'il joue le rassemblement alors que toute sa politique depuis le début s'est divisée pour régner? Là, il est en train d'essayer de siphonner des voix de la droite. Il a ensuite flingué la gauche. Enfin, ça peut pas tenir. Même le narratif du rassemblement pour Emmanuel Macron, ça ne peut pas tenir. Ou alors si ça tient, c'est vrai que les Français sont des veaux. De l'oxymore permanent. De l'oxymore permanent. Ouais, c'est ça. Non, mais on voit qu'il y a... moi j'essaie de me baser sur des faits, pas sur des imprécations et des... mais nous on fait de la politique. Les faits sont là, regardez. Attendez, laissez terminer. Alexis, vous n'êtes pas en édito sur Sud Radio, vous êtes dans le cadre d'un débat. Frédéric. Mais c'est intéressant. Là où je donne le point à ce qu'a dit Alexis Poulain, c'est que dans notre enquête fiduciaire sur les traits d'image d'Emmanuel Macron, la capacité à rassembler les Français arrive en bas de tableau. Et donc la comparaison avec le François Mitterrand de 88, tonton la France unie, ne peut pas être faite. Mais s'il y a un socle si important de soutien, c'est pas seulement sur l'idée qu'il a fracturé le pays. C'est l'idée qu'il a eu des résultats, l'idée que la situation des Français s'est améliorée. Maintenant, le problème, quand le pouvoir d'achat s'invite tellement dans la campagne, c'est qu'on va taper le sortant. C'est juste un mot. L'idée aussi que ça pourrait être pire. Exactement. Il y a la question du réceptacle et de l'alternative politique. Quand on voit le paysage à gauche et à droite, pour beaucoup de Français, de gauche et de droite, elle n'existe pas. Bon, on y revient dans un instant et on va parler du pouvoir d'achat. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, à l'occasion donc des 3 ans du mouvement des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de rassemblements qui sont prévus en France. Alors, les Gilets jaunes, certains continuent à se rassembler, à poursuivre leurs actions, mais c'est vrai que la mobilisation n'est plus celle des débuts. Le gouvernement, on va en parler à l'occasion du gouvernement qui annonce que les Français, en fait, ont gagné en pouvoir d'achat. Ce n'est pas ce que dit une étude qui vient de l'Institut des politiques publiques qui contredit le gouvernement. Et écoutez ce que disait Bruno Le Maire, il était l'invité de la matinale de Patrick Roger ce matin. Emmanuel Macron est le président des gens qui travaillent et il est le président de tous les Français. Mais notre politique a consisté
à valoriser le travail. Et l'étude qui vient de sortir montre que effectivement, les gagnants de ce quinquennat sont les Français qui travaillent. C'est une façon d'orienter le pays vers ce qui est bon pour lui, c'est-à-dire que l'ensemble des Français puissent travailler davantage pour que nos enfants et nos petits-enfants aient un meilleur niveau de vie que le nôtre. Moi, je crois profondément à cette politique. Je pense qu'elle est juste et je pense qu'elle est efficace. Alors, selon donc cette enquête, cette étude, les ménages qui ont vu progresser leur niveau de vie, les ménages ont vu progresser leur niveau de vie de 1,6%, sauf les 5% des ménages les plus pauvres qui, eux, ont perdu 0,5%. Donc, cette nuance des Français qui travaillent, c'est pas les plus pauvres qui ont... qui est-ce qui veut... Je veux bien commencer. Alors, 1,6%, moi je veux bien, ce sont des chiffres. 1,5% de pouvoir d'achat en plus pour quelqu'un qui gagne 1150 € net par mois. C'est-à-dire ceux qui touchent le SMIC. Ben c'est 1,6, ça fait quoi? Ça fait, allez, peut-être, ça paye les baguettes de l'ensemble du mois, point. Alors, on ne peut pas dire à ces gens que vous avez progressé dans votre pouvoir d'achat. Vu qu'à côté, les prix d'énergie, tout le monde sait ça, ont largement augmenté, il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, clairement, je ne sais pas comment... parce que Bruno Le Maire, on peut lui dire ce qu'on veut, c'est pas le plus con des ministres qui nous parle. C'est le moins qu'on puisse dire. On comprend ce qu'il dit, voilà. Ouais. Bon, mais il faut arrêter de mentir, parce que à ce niveau-là, pour rattraper le sujet encore à côté des Gilets jaunes, ça énerve les gens, ça les agace énormément. Sûr, et une partie de ces agacés sont très virulents. Ouais. Donc, alors Alexis... C'est une augmentation... juste un point. C'est l'épaisseur du trait, parce que 1,6 sur 4-5 ans, c'est à peine sensible. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a une augmentation d'un certain nombre de prix et que ça va revenir en boomerang. Le gouvernement aurait dit on a maintenu, malgré toutes les difficultés, le Covid, etc. C'était plus crédible politiquement que d'affirmer 1,6% sur lequel, effectivement, en ce qui concerne les plus pauvres, malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. Alors, Alexis, puis Frédéric, après on parlera du pouvoir d'achat. Ça fait partie de, vous savez, de la température ressentie et la température réelle. C'est exactement ça. Vous avez des politiques publiques qui sont là en regardant des chiffres, en disant mais regardez, sur les chiffres c'est formidable. La réalité pour un bon nombre de Français, c'est la peur de la précarisation, c'est la peur de l'avenir aussi, c'est le fait que le logement coûte de plus en plus cher, que la nourriture aussi va répercuter les prix de l'inflation, que l'énergie coûte trop cher. Et c'est là même la question même de la prime de 100 € contre l'inflation, remise en question. La question aussi, alors ce matin, Bruno Le Maire, lui, il défend la boucle salaire-inflation en disant attention, il ne faudrait pas augmenter les salaires, ça rendrait pérenne l'inflation. L'inflation, ça permet aux endettés ultra riches, aux milliardaires, de s'acheter des yachts de 150 mètres carrés. Pour les pauvres, par contre, on ne peut pas augmenter les salaires. Donc ça veut dire qu'elle est encore plus violente, avec des taxes comme la TVA, qui sont des taxes qui se répercutent davantage sur les plus pauvres. Donc on a une politique d'Emmanuel Macron depuis le début, qui est une politique faite pour les plus riches. Elle, d'ailleurs, s'incarne dans les chiffres. C'est le rapport de l'Institut des politiques publiques qui le dit. C'est inutile de faire croire que l'ensemble des Français ont gagné en pouvoir d'achat. Les plus riches, oui, grâce à la politique d'Emmanuel Macron, de baisse des charges, d'incitation aussi pour les plus riches, mais rien du tout. Et puis, il n'y a pas que lui. Il y a la Banque Centrale Européenne avec sa politique de taux négatif qui permet à l'argent magique d'abonder, de ruisseler, mais uniquement pour les hedge funds, pour les banques, pour les États et pour les gros actionnaires. Pour la majorité des citoyens, ils ne verront pas une goutte de cet argent magique. Ouais. C'est vrai qu'on est dans un contexte où la question du pouvoir d'achat est revenue très fortement dans le discours des Français. Ça doit nous inciter à être prudents sur les scénarios d'élection présidentielle. On se serait vu il y a 2 mois, et d'ailleurs on s'est vu il y a 2 mois, on n'aurait parlé que du second tour Le Pen-Macron, on en parle moins. On aurait parlé d'une campagne sous Covid et qui se déroulerait de manière inédite, même si le Covid semble revenir, les Français ne sont pas là. Et on aurait dit, à travers les enquêtes d'opinion, que le bilan d'Emmanuel Macron est solide pour une partie importante des Français sur les questions économiques et il est en fragilité sur les questions régaliennes. On voit que cette question de l'inflation, dans nos enquêtes qualitatives où les Français s'expriment spontanément, le mot inflation, hausse des prix, revient fortement. C'était pas arrivé depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai que, quand on entend Bruno Le Maire, des choses objectives qui ont été faites, c'est-à-dire la baisse des cotisations salariales a objectivement fait monter le salaire net de tous les salariés, mais je reprends ce que dit Alexis Poulain de ce point de vue-là, du point de vue du ressenti, du point de vue du contexte, ce n'est pas jugé
comme suffisant. Et c'est vrai, on est dans la première campagne présidentielle depuis 2007 où le pouvoir d'achat semble émerger comme le premier enjeu. En 2007, c'était tranquille. Il n'y avait pas de sortant. Là, il y a un sortant et c'est vrai que c'est un élément de fragilisation important pour le candidat futur président ou le président futur candidat. Oui, tout à fait. Donc c'est dans les sondages, je m'adresse à Frédéric. Oui, le pouvoir d'achat est aussi important. La sécurité vient également très fortement. La santé. Et les dérives l'environnement aussi est très important à chaque fois. Donc il ne faut pas croire que ça va se jouer sur un seul thème. Hein. Non, mais Jacques, aujourd'hui, personne ne peut dire sur quoi la campagne va se jouer. En tout cas, on est sur une pluralité de thèmes. Non, la seule chose. Qui sont à égalité ou pas dans vos enquêtes d'opinion? Alors, dans la dernière enquête fiduciale pour Sud Radio, on avait 1, la santé, 2, la sécurité, 3, le pouvoir d'achat. Ce qui est extrêmement marquant, c'est à quel point le chômage s'est effondré dans les préoccupations des Français. Le regard sur le chômage a changé et ça fait le lien avec l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. L'injustice la plus forte pour les Français, ce n'est plus le chômage, c'est le travail qui paye mal. C'est le travail où on n'arrive pas, où la fin du mois, comme disait Coluche, commence le 15. Oui, mais c'était le point de départ des Tout à fait. Gilets le mouvement jaunes, des Gilets jaunes, c'est pas le RIC, c'est pas changer de démocratie, c'est pas Macron dictateur, c'est le travail qui paye mal et c'est bien sûr le carburant. La hausse des taxes des carburants. Tout à fait. Et comment, Tout à fait. Bon, on va en reparler, on va évoquer d'autres sujets. Et c'est la différenciation entre les villes et les campagnes. Avec le 80 à l'heure. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi. Voilà. Allez, Débat. Bon. Et quel était le deuxième sujet? Parce que là, non, mais il y a plein de sujets, cher Jacques Mère. J'ai choisi exprès pour vous. Vous nous entendez? L'entrée du prénom Yel dans le dictionnaire. Donc le petit bientôt. Robert. Ouais. Alors Jacques Mère, il fait son courrier au téléphone. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de travail. Jacques Miard, c'est pour vous ce sujet. Le petit Robert, nouvelle édition qui a décidé d'intégrer le néopronom neutre Yel. C'est une contraction de il et de elle, un choix qui évidemment fait réagir le Premier ministre. On va pas perdre son temps avec des conneries. Hein. Bah oui, mais c'est dans le Robert, c'est dans le Robert. Vous savez comment travaillent les dictionnaires? Ils voient un truc, ah oui, c'est répété, donc on le prend. Il y a tellement de mots qui sont sortis comme ça par hasard ou volontairement et qui disparaissent ensuite de la langue. Donc, c'est pas la peine. Ça ne mérite aucun commentaire. Bon, aucun commentaire. La langue, c'est le gueuloir. C'est-à-dire, disait Zola, c'est-à-dire que si effectivement c'est approprié par le peuple, ça continuera. Mais un truc aussi tordu que ça, à mon avis, je lui prédis pas grand avenir. Et je refuse de me... Vous savez, j'en ai rien à... Les woke qui se démerdent, hein, je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Et Jean-Michel Blanquer a dit l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française, alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ça veut dire qu'ils sont nuls. Ils ne sauraient avoir cela pour référence, parce qu'il y a quand même cette étude qu'on n'a pas commentée, où on voit qu'il y a quand même un élève sur 2 qui arrive en 6e sans savoir réellement bien lire et écrire. Ouais, je crois que c'était le chiffre. Frédéric? Non, je comprends la virulence de Jacques Miard. Moi, à titre personnel, je ne me reconnais pas dans l'écriture inclusive. Lisez un beau texte de la littérature en écriture inclusive, vous perdez complètement. C'est imbitable. Merci pour le sous-texte. Merci pour les cœurs, Jacques. Le sous-texte. Non, par contre, il faut le dire, ça correspond à une réalité. La question du genre dans la jeunesse. Dans l'enquête Marianne, fracture sociétale, nous avons 22% des jeunes de moins de 30 ans qui répondent oui à l'affirmation suivante: je ne me reconnais pas vraiment dans l'identité garçon-fille. Ça veut dire que quelque chose a changé. Mais de là à ce que le dictionnaire intègre ce drôle de pronom, on peut s'étonner. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, déclare: si c'est votre intime conviction que vous êtes une femme ou un homme, vous avez le droit de l'affirmer contre la réalité des apparences et de votre corps. Voilà. Tu parles. L'écriture inclusive. Ah là là, c'est de la masturbation. Et Jacques, c'est à moi. Jacques, Lise. Mais l'écriture inclusive à 100%. Vous savez... Attendez, laissez finir Jean-Luc Comme tu l'as dit, Benalias. Frédéric, et comme le peuvent penser beaucoup de gens, c'est impossible. Mais féminiser un certain nombre de noms comme Madame la ministre, féminiser instituteur et institutrice, féminiser infirmier et infirmière est absolument pour moi indispensable. C'est la reconnaissance, bien sûr, non pas du genre en tant que tel, mais c'est la reconnaissance d'une majorité dans certaines professions. Et c'est la reconnaissance que les femmes
sont égales avec les hommes. Alors après, un texte complet, un roman complet en écriture inclusive, je vais vous donner un exemple. J'étais au CESE, c'était Conseil social et environnemental, et on avait voté pour l'écriture inclusive. On a commencé à faire nos avis, publier nos avis, qui font quand même souvent 150 pages, 200 pages. Et qui sont jamais écoutés ni suivis. On commence par le démarrage fait de l'écriture inclusive, puis après on arrête. Bah oui, parce que c'est pas lisible. Parce que tout ça devient illisible. Ouais. C'est pas prononçable. Alexis moi, ça me rassure qu'on ait un débat là-dessus. Ça veut dire effectivement que la société, la France va bien. Qu'on n'a pas de problème. Donc finalement, c'est rassurant. Voilà. Non mais franchement, parce que c'est pas un débat. Non mais ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que si on a un débat là-dessus et que le ministre de l'Éducation est capable de rentrer dans le jeu en disant que l'Académie française est capable de faire. Les amis, là. Mais alors, ça veut dire qu'on a un pays qui va bien. C'est formidable. Je suis tellement content. Il n'y a pas que ça. Mais le Robert, c'est le Robert. C'est pas. C'est quelque chose. C'est une institution. C'est quand même quelque chose. On peut pas. Vous voulez qu'on parle quoi? Pourquoi on parle pas du Yémen, de la tragédie du Yémen? Pourquoi on parle? Enfin, on peut pas. Mais parce que ça veut dire que c'est un non-sujet. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est une mode, ça va passer. Et le Robert, il reflète les modes, il reflète l'état de la société. Donc c'est très bien. Donc voilà. Donc ça veut dire que si on en débat, tant mieux. Ça veut dire qu'on va bien. On a encore du temps d'antenne disponible, du temps de cerveau disponible. Pour les balivernes, pareil. Allez, on parle. Je voudrais qu'on redise quand même quelques mots sur les gilets jaunes. Est-ce qu'il y a, à votre avis, une possibilité de reprise du mouvement tel qu'il a pu être avec Comment vous voyez ce qu'on évoquait, c'est-à-dire le pouvoir d'achat qui reste le sujet principal, Frédéric? Oui, alors le pouvoir d'achat qui s'affirme, qui émerge comme un véritable sujet qui peut fragiliser le président sortant. Alors il y a un fait historique, mais l'histoire est faite pour être démentie. Traditionnellement, 4 mois, 6 mois, 8 mois avant une campagne présidentielle, il y a peu, voire pas de grands mouvements sociaux. Pourquoi? Les Français se disent, le vrai mouvement social, ma satisfaction, mon mécontentement, je le ferai passer par un message dans les urnes, par exemple, le 10 avril prochain. Mais en contradiction avec l'abstention, puisqu'il y a de plus en plus d'abstention. J'allais vous le dire, compte tenu du cycle abstentionniste, compte tenu de l'état un peu inflammable du pays, je cite notre dernière balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, où on a, ce n'est qu'une question de sondage, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, mais 2 tiers des Français qui anticipent un risque d'explosion sociale, un sentiment de révolte qui n'est pas au plus haut, il était très haut en 2018-2019, il y a une possibilité. Maintenant, quand on a reposé la question du soutien au mouvement des Gilets jaunes, il s'est absolument effondré, parce que finalement, les Français, ce n'était pas le cas au cœur du mouvement, retiennent plus les violences qui ont été commises en marge de ce mouvement que les revendications qui étaient massivement soutenues, même après la dégradation de l'Arc de Triomphe le 4 décembre 2018. Sur les violences, certes, dans les manifestations, et aussi le fait qu'il y ait plusieurs dizaines, plusieurs centaines de blessés, parfois extrêmement graves, qui ont fait peur à beaucoup de Français. Aussi, certains Français non gilets jaunes, cette dissociation a disparu. Mais aussi chez les gilets jaunes, je pense toujours pareil, aux territoires ruraux, où vous aviez sur les ronds-points, on n'était pas dans la violence exacerbée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait peur, et ils ont eu peur. Mais je rajoute à cela que, et je l'ai dit sur cette antenne, ce qu'on a vécu cet été avec les manifs anti-pass sanitaires, malheureusement anti-vaccins en même temps, mais bon, ça c'est autre chose, montrait bien qu'il existait dans le pays cette réaction, ce ferment qui ressemblait grandement aux Gilets jaunes. Et je mettais même un autre exemple, ça ressemblait beaucoup au bonnet rouge en Bretagne. C'était une dizaine d'années auparavant. Ce sentiment-là de désagréation de la démocratie française, de la non-écoute par les politiques d'une partie de la population, et pour moi, je pense extrêmement fort. Alexis Poulain. Moi, je dirais que c'est la suite des bonnets rouges, de tous les mouvements qu'il y a pu avoir. C'est le regretté David Graeber qui en parlait. On est dans une situation pré-révolutionnaire à partir du moment où les élites sont déconnectées. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Des élites totalement déconnectées qui parlent de chiffres, qui font croire aux Français que le pouvoir d'achat a augmenté. Vous avez en réalité le couple Macron qui a dépensé des fortunes dans la rénovation de l'Élysée comme si c'était leur cocon personnel. C'est dans le portrait de Brigitte Macron dans Le Monde. Non, mais si, vous avez... non, mais c'est totalement déconnecté. Ça passe très mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez là, vous avez d'un côté. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous avez des gens qui vivent très bien, très très bien.
et qui pensent que tout va bien et qui ne veulent pas voir la détresse sociale, qui ne veulent pas voir les 10 millions de Français sous le seuil de la pauvreté, qui ne veulent pas voir les 300 000 SDF, qui ne veulent pas voir que pour beaucoup de Français, c'est l'incertitude, c'est la peur qui domine et c'est pas où est-ce que je vais partir en vacances la semaine prochaine. C'est ça le problème. Et donc les élites déconnectées, c'est ce qui fait des situations pré-révolutionnaires ou révolutionnaires. C'est parce qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'entente. Est-ce que ma question c'était est-ce qu'ils peuvent se remobiliser de manière sensible? Mais non, ils peuvent pas. Il y a eu la violence d'État qui s'est défoulée sur eux. C'était vraiment une répression qui a été faite. 10 000 personnes en garde à vue, des comparutions immédiates, des gens qui ont perdu un œil, qui ont été blessés à vie par des tirs de LBD. Vous avez derrière le vol de la parole publique par le grand débat, où Emmanuel Macron se met en scène avec du public choisi systématiquement pour faire la campagne des européennes. Et puis vous avez, allez, on reprend business as usual. Les Gilets jaunes étaient là tous les samedis, ils ont continué, ils reviennent sur les barrages. Là, il y a des raffineries qui sont à nouveau bloquées. On ne peut pas continuer comme ça, à faire croire que tout va bien. Non, mais finalement, la situation dénoncée... Le malaise, il n'a fait qu'empirer. Sauf que c'est passé sous les radars. Les gens ont enlevé les gilets, ils sont rentrés chez eux, ils ont quitté les ronds-points. La colère, elle est sourde et c'est ce qui est le plus dangereux sans doute pour les élites qui sont, elles, totalement dans le déni puisqu'on fait la fête après un match de foot à l'Élysée sans geste barrière en disant aux gens « Mettez votre masque, attention, c'est super important ». Voilà le problème, cette déconnexion centrale, fondamentale des élites. Jacques Miard. Oui, non, mais je me retourne vers Frédéric qui suit, je dirais, tous les mouvements de l'opinion publique et qui ont commencé parce que j'ai eu grand plaisir à lire toutes les études du CEVIPOF, ce rejet de l'élitisme, ce rejet de l'État, ce rejet des technocrates qui gouvernent, c'est profond. Et donc, il ne faut pas croire que c'est estompé, même avec des affirmations du genre « bon, on a maintenu le pouvoir d'achat ». Certes, et donc, c'est ça qui peut, effectivement, à un moment ou un autre, sous une étincelle, sur quelque chose qu'on ne sait pas aujourd'hui, mettre encore le feu aux poudres. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le pays est cassé. Il est cassé par certains côtés. Et donc, il faut le réparer. Et pour le réparer, il faut s'adresser aux classes populaires et aux classes moyennes qui ont souffert le plus. Quand vous prenez, par exemple, en matière de prestations sociales pour les classes moyennes, ils sont passés à l'as pratiquement partout. La diminution de la natalité, c'est directement le fait d'une politique, mauvaise politique de Hollande, confirmée par Macron. C'est ça qu'il faut regarder. Et moi, j'ai eu, tout à l'heure, Jean-Luc parlait, quelqu'un qui était venu dans ma permanence, qui me disait... On me refuse, par exemple, maintenant avec le quotient familial, avec la baisse des allocations familiales, mais je suis pas française, point d'interrogation. Eh bien, je peux vous dire que ça, c'est fondamental. Et cette frustration, elle est ancrée. Et si elle n'est pas réparée, si elle n'est pas soignée, on va vers des lendemains qui vont chanter. Allez, on marque une petite pause et on revient, on va changer de sujet, on va parler de la gauche, d'Anne Hidalgo et de la gauche en général. Frédéric Dabi me dit qu'Anne Hidalgo peut-être n'est pas en forme, mais les autres candidats de gauche non plus. On en parle avec vous dans un instant. Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, autour d'Anne Hidalgo, j'arrive même pas à dire son nom, on cherche des solutions. Valérie, quoi ? Vous savez qu'il y avait eu un post sur les réseaux sociaux où le PS avait mal orthographié le nom de la candidate. Ah oui, non, c'était Anne Hidalgo. Ah oui. Donc ça arrive, malheureusement. Tiens, puisqu'on est dans l'humour, je vous propose d'écouter hier Anne Hidalgo au Conseil de Paris avec le commentaire en direct de Rachida Dati. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence. Ouais. Écoutez. L'exceptionnel s'invitait dans nos vies, mais bien sûr aussi du quotidien. Dette que vous avez. Alors, quels sont ces choix? Des trottoirs. On a vu le résultat avec l'argent des Parisiens. Dans cette, pas du tout. Par l'ensemble des élus, la décentralisation et l'autonomie. Et je pense que nous devons, bien sûr, non seulement l'État nous tourne le dos. Alors, face à ce désengagement, à son manque de soutien quant à nos investissements nécessaires, et nous remboursons aussi notre dette climatique. Et nous...
Faut arrêter le crack. Faut arrêter le crack. Chouchoute, c'est bien. Ça montre une chose, c'est que c'est un Parlement, la mairie de Paris, extrêmement démocratique. Parce que sinon, le micro de Rachida Dati aurait été coupé. C'est vrai, c'est clair. C'est vrai que Rachida Dati n'a pas compris que la campagne municipale était finie et que la prochaine commencerait dans quelques années, puisque c'est 2026. Oui, la cohérence politique, c'est de continuer les critiques, point barre. Voilà. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Alexis, ça vous a fait sourire aussi? Ouais, moi je trouve c'est la partie chouette de la politique quand on balance des vacheries comme ça de manière démocratique, puisqu'effectivement le micro n'est pas coupé. Et après, je ne sais pas si ça ramène beaucoup de Français aux urnes, mais ça c'est une autre question. Franchement pas, mais c'est un théâtre et autant qu'il soit bien incarné plutôt que de manière assez triste et techno. Donc je préfère des acteurs avec un peu de couleur que des acteurs ternes en costume cintré et en cravate qui nous expliquent que tout est triste. Alors Anne Hidalgo était-elle la bonne candidate pour le PS? On se pose la question, on vous pose la question puisque l'Express révèle que tout était prêt pour lancer Bernard Cazeneuve et que Olivier Faure s'y est opposé. Est-ce qu'il aurait été un meilleur candidat ou non? Anne Hidalgo est entre 4 et 6% dans les sondages. C'est quand même dans une enquête de l'IFOP. 7 dans une enquête de l'IFOP. Il y a quelques jours. Donc elle progresse. Pour le parti animaliste, une enquête qui a été rendue publique. Non, elle est entre 5 et entre 4 et 7%. l'IFOP, elle est entre 6 et 7. Vous savez. C'est pas beaucoup quand même. Non, bien sûr, c'est pas beaucoup. C'est le score du PS à la dernière élection présidentielle. Moi, ce qui me frappe, et je vous le disais en antenne, on va pas mentir à nos auditeurs, c'est une sorte de focalisation médiatique sur Anne Hidalgo, comme si elle était le problème à gauche. Comme si son retrait changerait tout à gauche. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, et ça c'est du jamais vu, le total gauche n'a jamais été aussi faible sous la Ve République. Aucun candidat ne bénéficie. Si Anne Hidalgo est si faible, ça devrait bénéficier à un Yannick Jadot, à un Jean-Luc Mélenchon, c'est absolument pas le cas. Et chacun dans son genre a des vraies difficultés. Jean-Luc Mélenchon pâtit de son image complètement disloquée auprès des Français. C'est l'homme politique le plus impopulaire avec Marine Le Pen et c'est celui qui inquiète le plus que Marine Le Pen inquiète les Français. Et deuxièmement, Yannick Jadot est quand même terriblement gêné par le parasitage d'une sorte de vice-candidate, d'une sorte de candidate bis, à savoir Sandrine Rousseau, par rapport à laquelle il y a des vraies différences. Et on l'a vu lors du débat d'entre-deux tours, si je puis dire, du congrès Europe Écologie Les Verts, entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Donc c'est pas le problème d'Anne Hidalgo. Il y a des problèmes, bien sûr, mais c'est pour moi le problème de toute la gauche, d'une manière générale, qui est en train de s'enfoncer, alors que, contrairement à 2002, où le 21 avril avait été, pour reprendre l'expression du documentaire, un coup de tonnerre, contrairement à 2017, où beaucoup d'électeurs de gauche ont voté pour le candidat Macron en se disant il est quand même de gauche. Là, le mur du 3e 21 avril est là, et il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de réflexe, il n'y a pas de décantation. Non. Alexis. Vous avez trop de candidats et des candidats qui sont là enfin c'est tout le problème. C'est pas une question de la non, mais la primaire, c'est une erreur. Bon, les Républicains l'ont évacué en faisant un congrès. À gauche, il y a la primaire populaire. Ils veulent revenir sur un truc en disant non, mais vu qu'il n'y a aucun candidat qui décolle, alors il y a quand même Mélenchon qui est un peu devant dans les sondages en général. Mais pour les autres, c'est une catastrophe. Arnaud Montebourg, il faut arrêter. Ça ne sert plus à rien. Il faut lui dire. La remontada, c'est fini. Anne Hidalgo, on voit bien, elle passe tous les mois. Il y a un titre dans la presse en disant Anne Hidalgo va faire un truc pour essayer de faire redécoller sa campagne qui décolle pas. Bon, si ça décolle pas, c'est que ça veut pas décoller peut-être. Et Yannick Jadot, il fait une campagne, je pense, sous les radars, attendant que tout le monde tombe pour dire maintenant faisons un truc sérieux, je vais être le candidat de cette gauche social-démocrate. Je pense que c'est ça qui se profile. Parce qu'aujourd'hui, il y en a pas un qui est là et les appareils derrière ne suivent pas. On voit bien. Et ELV aussi, c'est vrai que vous soulignez le problème de Rousseau, c'est vrai, mais là on voit bien que ça ne marche pas pour aucun candidat de la gauche aujourd'hui. Ceux qui connaissent Anne Hidalgo disent qu'elle ne lâchera pas, qu'elle ira au bout. Elle ne pas lâcher, elle représente le PS. On a un auditeur en ligne avec nous, Renaud de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Valérie, bonjour à toute votre excellente équipe. Je salue Jacques Millard, qui est un des beaux restes du gaullisme français. Et je sais qu'il n'y en a plus beaucoup. Et je salue surtout Alexis Poulain, qui est un des meilleurs éditorialistes de gauche, de la vraie gauche, de la gauche qui a de la noblesse, de la gauche qui a du cœur. Et je le dis vraiment en toute sincérité, avec également l'ami Françoise qui intervient assez régulièrement sur vos ondes. Sur Sud Radio, absolument. Donc vous pensez quoi de la situation? Vous êtes plutôt à gauche ou à droite, vous? Si ça veut encore dire quelque chose. Moi, je me situe
à l'intersection entre le gaullisme et le communisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une droite sociale et il y a une gauche sociale. Ouais. Ce qu'on ne supporte plus depuis 40 ans, c'est que c'est la gauche de l'argent et la droite de l'argent qui a gagné. C'est ça qui est le problème. Et si vous voulez, pourquoi la gauche ne s'en sort pas? Eh bien, c'est pas compliqué. Au-delà du problème d'incarnation d'Anne Hidalgo, après, je veux dire, c'est pas sa faute, on me dira, elle est au niveau à peu près de la classe politique française actuelle, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas vraiment, qui ne sont pas au niveau. Eh bien, on a un problème beaucoup plus ancien. C'est-à-dire que la gauche, le Parti socialiste, s'est couché. Souvenons-vous de 1983, la rigueur, on a accepté l'Europe, on nous a promis une Europe sociale, et évidemment, on a des politiques néolibérales qui ont été menées aussi bien par François Hollande que par Nicolas Sarkozy, que par Jacques Chirac et que par Emmanuel Macron. Je rappelle qu'Emmanuel Macron n'est pas de droite, Emmanuel Macron est de gauche, il est issu du Parti socialiste, même s'il s'en défend, et il a travaillé avec François Hollande. Donc, le problème, il est le suivant, c'est que, si vous voulez, les classes populaires et les classes moyennes se sont détournées de la gauche parce que finalement, on ne s'occupe pas des gens. Ouais. Moi, j'ai un souvenir d'un excellent bouquin de votre confrère journaliste à l'Express, Éric Conan, qui avait écrit un bouquin il y a 15-20 ans, La gauche sans le peuple. Eh bien, c'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, ils en payent les pots cassés. Quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon qui tombe dans les sondages, il est passé d'une campagne populiste, c'est pas péjoratif dans ma bouche, populiste de gauche en 2017, aujourd'hui, il fait du wokisme à l'américaine. Il est évident qu'il est en train de s'effondrer. Donc, le seul candidat de gauche sociale, c'est quelqu'un qu'on retrouve souvent chez vous, Valérie, c'est Georges Kuzmanovic. Donc, le seul candidat qui pense à gauche de façon globale sur les questions économiques et sociales et qui n'est pas en train de faire de l'antiracisme comme Mélenchon, c'est-à-dire que vous avez la gauche qui est devenue identitaire, vous avez des identitaires de gauche et des identitaires de droite comme Zemmour. Et là, ça pose un problème. Sorti de Kuzmanovic, sorti de Georges Kuzmanovic, il n'y a personne. Et Montebourg, le problème aussi, c'est que il a abandonné son combat eurosceptique et il est en train de s'effondrer dans les sondages parce que malheureusement, il propose pas grand-chose. Merci beaucoup. Il nous reste assez peu de temps, Jacques Miard, sur cet effondrement de la gauche. Non, mais vous savez, la phrase de Gaulle, après moi, ce ne sera pas le vide, ce sera le trop-plein. Ben, le drame, il est là. C'est vrai qu'à gauche, il y a une multiplicité de candidats et que ça ne peut pas durer. Donc, mais à droite, ça a été aussi le cas. Si d'aventure, on n'a pas qu'un seul candidat. Donc, il va y avoir une clarification, à mon avis, par nécessité. Et je suis convaincu ou bien il n'existe plus, il se suicide. Ça peut arriver, vous savez, le suicide en politique, ça existe, mais en tout état de cause, il est évident que la gauche, vous savez qu'il y avait eu ce remue-ménage, ce laboratoire d'idées qui voulait plus s'occuper des ouvriers qui sont passés chez Le Pen et qui voulait plutôt s'occuper des identitaires et des émigrés. Donc, c'est là où ça ne va pas. C'est là où, effectivement, la gauche a perdu sa conscience même. Et je le regrette parce qu'on a besoin d'une dialectique. Et cette dialectique, elle restera à terme entre la gauche et la droite. Donc, rapidement, quel que soit le candidat ou la candidate qu'aurait choisi le Parti socialiste, le score serait quasiment identique. Monsieur Cazeneuve ou une autre personne, ou Stéphane Le Foll ou quelques autres. Car la social-démocratie française a besoin de se reconstruire, de se reconstituer. Absolument. Moi, je pense qu'elle ne disparaîtra pas à jamais. Mais je prends les exemples de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, par exemple. Après cela, je sais qu'on peut se rire, pas rire en tous les cas, mais être dubitatif par rapport à l'essai de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui entourent la primaire populaire, qui essayent de dire aux gens de gauche, on va dans le mur. Nous, on est conscients qu'on va dans le mur. Voilà. Et donc, cet essai-là, je dis, moi, je le suis de près, en disant, je regarde, je sais que l'espérance que Mélenchon, Jadot et Roussel et Hidalgo se mettent d'accord est absolument infime. Mais au moins, des dizaines de milliers de personnes en France, de gauche ou écolos de gauche, ont dit, pendant un certain temps,
on va dans le mur, et ben nous on est conscients. Ouais, c'est juste. Non, mais je crois qu'il y a un vrai problème aussi sur la gauche, c'est qu'elle a arrêté de faire de la politique pour faire de la morale très facilement. Enfin, c'est l'indignation perpétuelle, mais c'est le fait aussi de ne pas vouloir incarner des idées des politiques de gauche. Et je suis assez d'accord avec notre auditeur, je le remercie, sur le fait que il y a une droite sociale, il y a une gauche sociale, et c'était le CNR, c'est le communisme et le gaullisme, c'est le Conseil national de la résistance, c'est ce qu'on fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est possible, c'est pas une invention de l'esprit, c'est ce qui fait le veau d'or les fleurons. Perverti. Oui, bien sûr. C'est le veau d'or. C'est bien sûr, c'est l'argent. Voilà. Et puis c'est à partir de Pompidou l'idée que la finance va résoudre tous les problèmes de la société. Non, elle a créé, amplifié tous les problèmes. Voilà. Merci à tous les quatre pour ce débat passionnant. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.